Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de lecture de la troisième semaine du mois de février 2023. Et cette semaine j'ai lu à peine 4 mangas. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 11 et 12 de Goblin Slayer. Alors Goblin Slayer, je vous le présente plus, c'est édité chez Kurokawa. Le 10 novembre 2021 pour le tome 11, c'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. Le tome 13 sortira le 13 avril justement, et autant vous dire que j'ai super hâte. Alors Goblin Slayer, vous le savez, si vous me suivez, c'est une de mes séries coup de cœur, une de mes séries chouchou. J'ai accroché dès le premier tome. Alors le premier tome est assez choquant, si on peut ne pas s'attendre à ce qui se passe, c'est très violent, c'est très brut, mais l'histoire est vraiment bonne, vraiment intéressante. Petit à petit, on développe les personnages, on en a des nouveaux qui apparaissent et qui rejoignent notre groupe principal. Et c'est vraiment top. Notre Goblin Slayer, qui autrefois était totalement solo, se retrouve avec une vraie équipe, de vrais amis, et c'est génial en fait. Et dans cet tome-ci, je trouve que le Goblin Slayer commence à s'ouvrir un petit peu aux autres. Il parle un petit peu plus de lui, un peu plus de son passé, mais même si ça reste très flou, il commence à s'ouvrir un peu. On le sent, on le voit, et ça fait plaisir. C'est vraiment cool. On voit vraiment qu'il a confiance en ses coéquipiers. Et dans cet tome-ci, on essaye de faire en sorte que notre prêtresse évolue de rang, parce que ça serait pas mal qu'elle puisse être un petit peu égale à ses coéquipiers. Bon, c'est pas gagné, mais on verra ce que la suite nous réserve. Il y a aussi un camp d'entraînement là qui se crée petit à petit. Et le Goblin Slayer et ses coéquipiers et d'autres aventuriers qu'on croise de temps à autre dans la guilde des aventuriers participent au fait de coacher les nouveaux. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt amusant et c'est super intéressant. On voit toujours autant le Goblin Slayer briller dans la catégorie de tuer des gobelins. Genre, il est super intelligent, il a des tactiques incroyables et c'est super passionnant de les découvrir. À chaque fois, il y en a toujours des nouvelles, on est toujours surpris et franchement, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Goblin Slayer, c'est vraiment un pro de la chasse aux gobelins. Il dédie toute sa vie à ça, clairement, et franchement, il est trop fort. Il est trop fort. Et là aussi, dans cet homme-là, on a un petit nouveau qui s'incruste. Lui, là, avec les cheveux rouges. Mais évidemment, ça, il fallait que ça soit cliché, parce qu'il faut toujours un petit peu de cliché dans certaines œuvres. C'est le petit gamin qui sort d'une sorte d'école et qui croit qu'il est trop fort et tout, et que tuer des gobelins, c'est super facile et que ça fait même pitié en fait, parce que des gobelins, c'est juste bête et nul, mais pas vraiment. Et du coup, il va descendre la prêtresse, il va descendre le Goblin Slayer, il va tellement les descendre. En fait, c'est un personnage super agaçant qui est tellement imbu de lui-même, je vous jure, il est agaçant à souhait. Mais je savais pertinemment que le schéma qu'on allait avoir, c'était il est insupportable, il va aller avec notre groupe d'aventuriers chasser des gobelins, il va faire le kéké, il va faire n'importe quoi, il va se retrouver au bord de la mort, il va être sauvé et il va s'excuser parce qu'il va comprendre son erreur. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est très cliché de ce genre de personnage et de ce genre de situation, mais voilà, quelques clichés de temps en temps, ça me dérange pas, et puis c'était vachement intéressant et vachement plaisant de le voir galérer, de le voir avoir peur. Ça fait très sadique dit comme ça, mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de le voir en position de faiblesse. Je me suis dit, bien fait, tout simplement. Je me suis juste dit, bien fait pour lui et qu'il apprenne enfin de ses erreurs. Bon, là, on voit qu'il est un petit peu plus docile, on va dire, mais je le trouve toujours très agaçant. Pour l'instant, j'ai un peu de mal avec ce personnage. Je ne sais pas s'il va rester avec notre groupe ou pas. Honnêtement, j'espère pas trop. Je trouve que notre groupe actuel est très bien et qu'il n'y a pas besoin d'ajouter trop de personnages non plus. Là, à la fin du tome 12, il y a notre Goblin Slayer qui va potentiellement boire un verre avec deux autres aventuriers qu'on voit très souvent et qui sont très cool. Donc c'est sympa, ça socialise.
ça sociabilise un petit peu notre Goblin Slayer et j'ai vraiment envie d'en voir plus et j'ai envie de le voir évoluer dans les relations humaines et tout. Et j'attends que ça en fait. J'attends la suite avec impatience et j'ai très hâte de voir où l'œuvre va encore nous mener. Et écoutez, cet tome-là était vraiment très bon. Je vois jamais le temps passer. De toute façon, quand je lis un tome de Goblin Slayer, c'est juste top. Et ça fait plaisir aussi, on revoit à la fin du tome 12 la Vierge à l'épée. Et ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas vue, mais en fait depuis son arc, on va dire, je suppose. Je me rappelle plus trop si on l'a recroisé un petit peu ou pas, mais il me semble pas. Donc ça fait plaisir de voir d'anciens personnages et j'espère les voir un peu plus souvent à l'avenir. On a de super combats bien dynamiques et les dessins sont toujours aussi top, je trouve. On passe ensuite au tome 1 de Loner Life in Another World. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Meian. 18 novembre 2021, c'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Tome 7 sortira le 15 mars. Et écoutez, cette série, j'avais pas prévu de la faire au départ. Parce que voilà, c'est un isekai et les isekai, j'en ai à la pelle chez moi. Et celui-là, je sais pas, il m'intriguait pas trop. J'avais pas l'impression qu'il sortait trop du lot. Donc je m'étais décidée à pas le faire. Finalement, j'ai trouvé le tome 1 d'occasion. Je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas essayer. Au pire, voilà, ça m'aura pas coûté bien cher et je le revendrai par la suite. Et écoutez, ça a été une agréable surprise. J'ai beaucoup apprécié ce tome-ci. Donc on a clairement du coup notre héros qui est assez solitaire dans la vie de tous les jours. Et toute sa classe va être envoyée dans ce monde-là. Et le truc c'est que c'est premier arrivé, premier servi. Donc en fait il y avait un tableau avec plein de compétences, d'armes, de classes et tout. Et les autres, ils devaient choisir leur skill, on va dire. Et à la fin, notre héros, il arrive un petit peu après tout le monde et il a juste les restes. Donc des compétences, des classes, des skills, des armes vraiment pas dingues, vraiment nulles, mais nulles au premier rang. C'était super triste. Même le dieu du coup qui a accordé tous ses pouvoirs et qui les a invoqués, il a eu pitié de lui. Du coup, il lui a donné vraiment tous les restes. Tout. Au lieu qu'il choisisse un truc pourri parmi tant d'autres, et le mec, il lui a donné tous les trucs pourris. Donc au départ, notre héros, il est un petit peu dégoûté, il se retrouve du coup solo dans un monde qu'il ne connaît pas avec des compétences un peu nulles. Il dit comment il va survivre quoi. Et puis finalement, il teste un petit peu une ou deux choses. Il met sa tenue de villageois, qui est plutôt pas mal finalement, et on découvre que tout ce qu'il a eu, c'est pas si nul si c'est bien utilisé. Alors c'est pas un super grand guerrier de la mort, mais il peut construire des trucs et grâce à ça, il va se faire une espèce de villa, le gars, dans la forêt. Genre il va être trop bien installé. Le machin, c'est un hôtel 5 étoiles. Il y a de quoi se laver, il peut faire à manger, il y a beaucoup de place pour se reposer et pour profiter tout simplement. Il arrive grâce à un pouvoir à capturer des choses et du coup par exemple s'il capture une boule de feu il va apprendre le pouvoir du feu, un truc tout bête. Du coup il va réussir à apprendre quelques pouvoirs comme ça, la foudre et tout. À force d'utiliser ses pouvoirs petit à petit comme ça, il va les évoluer un petit peu, il va en avoir de nouveaux et finalement on découvre que c'est pas si nul que ça. Il s'en sort. Alors pour le moment, il bat des petits monstres par-ci par-là pour essayer de level up un petit peu et d'améliorer certains pouvoirs. Mais franchement, c'est pas mal. Il va ensuite tomber plus tard sur sa classe, il va les aider, il va les sortir du pétrin. Et c'est plutôt cool. Lui qui est du coup un solitaire de base, il va finalement à la fin de ce tome 1 partir avec le groupe de filles de sa classe en direction de la ville la plus proche. Donc on va le voir un petit peu sortir de cette forêt. Là c'était vraiment très introductif où il testait un petit peu ses capacités. Et là ça fait plaisir, on va évoluer un petit peu, on va voir où est-ce que tout ça va les mener. Ce qui est marrant aussi c'est qu'il évolue pas très vite. Par exemple là vers la fin on va dire il est à peu près au niveau 7.
tandis que les autres sont niveau 16, 17 au minimum, et on se demande comment ils font parce qu'ils se débrouillent vachement moins bien que lui. Donc ouais, c'est vrai, il a du coup une évolution de niveau assez basse, mais ça n'enlève pas le fait qu'il soit assez débrouillard, donc c'est agréable de le suivre. Et bah, j'attends de voir comment ça va se passer par la suite. Alors, ça fait un peu bizarre de dire qu'il est avec qu'il est avec le groupe de filles de sa classe, mais pour l'histoire, toute la classe à part lui était ensemble de base, sauf qu'il y a le groupe des voyous qui a fait n'importe quoi et qui voulait se construire un harem. Il y a le groupe de geeks là qui attendait que ça, d'apparaître dans un nouveau monde, vous savez, le cliché des otaku, et qui était assez débrouillard hein, quand même, mais les gens comptaient trop sur eux, du coup ils se sont barrés aussi parce qu'ils en avaient marre, et les filles se sont retrouvées toutes seules dans la panade, et c'est notre héros qui les a aidées. Donc on verra ce que nous annonce la suite, mais c'est un bon début. Ça change un petit peu quand même et ça fait plaisir. Et puis les dessins sont plutôt pas mal. J'avais un peu peur avec la cover, alors elle n'est pas vilaine, mais je sais pas, je m'étais dit que les personnages allaient avoir une tête un peu bizarre, mais en fait ça va. C'est pas désagréable à regarder, j'aime bien. Et on passe ensuite à la dernière lecture de la semaine. J'ai lu le one-shot de La Reine des Neiges 2. Voilà, alors bon, pour ceux qui connaissent pas, je vous mets le résumé juste ici. Donc c'est édité chez Nobinobi. 24 novembre 2021, c'est un Kodomo et c'est un one-shot. Donc La Reine des Neiges 2, je l'ai pris parce que déjà j'aime beaucoup l'univers de Disney. Donc les avoir en version manga, c'est cool je trouve. En plus le tome est trop joli. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais il brille beaucoup, c'est trop beau. Et j'ai pas grand chose à dire dessus. Si vous connaissez La Reine des Neiges et du coup La Reine des Neiges 2, ça suit parfaitement l'histoire du film, du dessin animé. À l'exception du fait que, vu que c'est un petit one-shot, il n'est pas ultra épais non plus en plus, ça va vachement plus vite et c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant. J'ai trouvé à certains moments que ça manquait un peu d'émotion dans les scènes, dans les scènes où dans les dessins animés, ça avait tendance à vouloir te tirer quelques larmes. Là, ça manquait un peu d'émotion parce que ça allait assez vite. On nous a mis vraiment toute l'histoire du film dans ce one-shot, mais du coup, ça va un peu vite et on s'attarde pas trop sur les émotions, je trouve, ce qui est un petit peu dommage. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas fallu faire un tome un peu plus épais ou peut-être un deuxième tome, histoire de bien développer aussi ce genre d'émotion-là, parce que je trouve que c'est quand même important dans ce genre d'œuvre, surtout que les Disney, ça a le pouvoir souvent, je dis bien souvent, de nous faire ressentir certaines émotions. Donc là, c'est vrai que c'est pas dénué de toutes émotions, mais ça manque. Ça manque, par exemple, la scène où Zayana découvre le bateau échoué de leurs parents décédés et qui revoit une scène de leurs parents. J'avais trouvé cette scène assez émouvante et là c'est vachement expédié, on voit à peine la scène et c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai que du coup les émotions, on n'a pas le temps de trop les ressentir, on est surtout concentré sur l'histoire de base, donc il n'y a pas de souci sur ça, toute l'histoire est là. Donc si vous aimez bien les Disney, si vous aimez bien La Reine des Neiges et si vous avez aimé La Reine des Neiges 2, c'est toujours un petit plus à avoir dans la collection, ça fait plaisir, c'était quand même agréable à lire. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça manque un petit peu d'émotion par rapport au film. Après, ce qui est aussi dommage, c'est qu'ils aient pas adapté La Reine des Neiges 1 en manga. Du coup, on a La Reine des Neiges 2, mais pas le 1. Ce qui est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu qu'ils fassent quand même le 1, parce que voilà, c'est dommage. On a dans la collection La Reine des Neiges 2, mais pas le 1. Je sais pas pourquoi ils ont pas adapté le premier. Même récemment, pourquoi pas. Mais c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu avoir aussi le 1. Mais bon, faut pas trop en demander. Sinon, au niveau des dessins, c'est plutôt joli. En fait, c'est très enfantin, très mignon, en fait, je trouve, dans les traits. Ce qui va totalement avec le style Kodomo, de toute façon.
Moi, il y a juste un truc qui me saoule, hein, mais du coup, c'est aussi dans le film, donc c'est pas propre au manga. Je trouve qu'Elsa est super agaçante à toujours la jouer perso. Voilà, elle met toujours Anna de côté et elle l'envoie littéralement valser sur une barque de glace. Donc c'est vrai que Elsa, elle m'énerve un petit peu sur ça, à vouloir tout régler toute seule. Et s'il y a un truc que j'aime pas dans le personnage, c'est peut-être ça. Hein. Je sais qu'elle veut protéger sa sœur et tout, mais au final, je la trouve plus agaçante qu'autre chose. Je sais pas, elles sont assez fortes à deux. Anna, même si elle a pas de pouvoir, elle est quand même bien débrouillarde et assez forte. Hein. Elle a quand même tenu le premier film, on va dire. Donc c'est vrai que sur le coup, Elsa est un petit peu agaçante sur ce point-là, mais bon. Voilà, c'est quand même très plaisant d'avoir ce petit manga-là dans la collection. Il est très joli, l'histoire est quand même agréable à lire et plutôt sympathique. Juste dommage que ça aille un petit peu vite. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ça, passez une bonne journée.